Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, encore de la news, allez. Et puis on va commencer très fort avec Sequential, la boîte de Dave Smith qui a annoncé tout simplement le retour de leur plus gros synthé, le Prophet 5. On va voir ça tout en détail. Il y a aussi Steven Slade qui a annoncé la sortie d'un casque, mais un casque très spécial, vous allez voir. Isotope a présenté sa nouvelle reverb intelligente. Alors, elle est intelligente comment ? On va le voir aussi un peu plus tard dans l'émission. Et enfin, Boss a annoncé une version tout petite, rikiki, de son pédalier, le GT1000. Et là aussi, il y a des choses très intéressantes à dire. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo, évidemment, et à vous abonner aussi parce qu'on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait à peu près 70% des personnes qui regardaient la matinale qui n'étaient pas abonnées. Et ça, c'est pas bien du tout, hein. Bon, allez, c'est parti. Et donc, on va commencer avec Sequential, donc la boîte de Dave Smith, autrefois appelée Dave Smith Instruments, qui a annoncé donc le Prophet 5 Révision 4. Alors, qu'est-ce que c'est le Prophet 5 ? C'est tout simplement un synthé mythique, car c'était le premier synthé analogue polyphonique entièrement programmable avec un petit microprocesseur et des mémoires. Donc il avait été sorti par Dave Smith et John Bowen au NAMM 1978, donc ça remonte. Il y a eu 3 révisions entre 78 et 84, parce que voilà, ça fait depuis 84 qu'il n'avait pas été construit, ce Prophet 5. Ils avaient vendu 6000 unités, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et donc, ils ont annoncé, il n'y a pas longtemps, en 2020, la sortie de la Révision 4. Et c'est un petit peu mythique de voir un synthé comme ça qui a changé vraiment l'histoire de la musique, parce qu'il a été utilisé dans énormément de disques. Et donc, cette Révision 4, forcément, elle est mise un petit peu au goût du jour, avec notamment de l'USB, des MIDI in, out et through. Alors, dans les choses intéressantes, on peut choisir entre les filtres des révisions 1-2 et les filtres des révisions 3, parce qu'à l'époque, quand la révision 3 a été sortie, je crois en 81, les reviewers de l'époque avaient dit « Ouais, mais bon, ça sonne pas aussi bien que les révisions 1 et 2. » En tout cas, avec cette révision 4, vous aurez le choix entre les filtres donc, des toutes premières versions et les filtres de la version 3 qui était sortie donc 3 ans plus tard. Il y a les mêmes VCO Curtis que la révision 3, mais ils sont censés être plus stables. Il y a un potard vintage qui permet de simuler le côté plus aléatoire des anciens prophètes. Bah oui, parce que maintenant ils arrivent à faire des choses plus stables, mais du coup c'est plus stable, donc ça sonne pas forcément comme les anciens. Donc du coup ils sont obligés de mettre un potard pour faire sonner comme l'ancien. Bon voilà, c'est comme ça, c'est assez rigolo quand même. Donc en gros ça fait plus de variations au niveau du voltage et du pitch. On a de la vélocité évidemment sur le clavier de l'Aftertouch. Regardez comme il était jeune et beau, Dave Smith, là c'est formidable. Il y a un mode unisson amélioré avec comptage de voix, il y a un désaccordage réglable, il y a des mémoires d'accords et un glide. Et ils ont annoncé aussi le Prophet 10. Alors il faut savoir que le Prophet 10, à la base, en fait, de ce que j'ai lu, en 78, il devait sortir avant le Prophet 5, le Prophet 10, sauf qu'ils ont eu des problèmes techniques, ce qui fait qu'ils ont sorti un Prophet 5, et en fait, ils ont sorti un petit peu plus tard le Prophet 10, sauf que le Prophet 10, à l'époque, c'était 2 Prophet 5, en fait, et sauf que le Prophet 10 de 2020, qui a été annoncé, il a juste 10 voix, il est monotimbral, voilà, pas comme à l'époque où c'était véritablement 2 Prophets 5 l'un à côté de l'autre, quoi. Donc, au niveau des prix, oui, parce qu'il y a un moment où il faut parler de prix, et vous en doutez, ça va pas être donné, et vous avez bien raison, parce que les prix, c'est donc 3500 $ pour le Prophet 5 et 4300 $ pour le Prophet 10. Mais bon, voilà, on touche un petit peu à la légende des synthés polyphoniques. Comme je vous l'ai dit, c'est un synthé légendaire. Ils ont tardé quand même, hein, Dave Smith, Sequential, à rééditer ce Prophet 5. Mais en tout cas, c'est une nouvelle, je pense, qui va ravir pas mal de monde dans le monde du synthé. Et moi, je trouve ça quand même plutôt sympa.
Donc on passe à la suite avec Steven Slate, l'américain qui a annoncé donc le VSX, un casque, tout simplement, un casque fermé circumoral. Alors je dis tout simplement, mais non en fait, parce que c'est pas juste un casque, vous allez voir, c'est un casque qui fonctionne de pair avec un logiciel afin de simuler plein de systèmes d'écoute, comme vous voyez là sur la vidéo. Donc, on va pouvoir choisir avec le logiciel entre 3 studios de mastering et de mixage connus, entre 2 voitures, et ouais, parce qu'on peut aussi écouter du coup, voilà, simuler le fait qu'on écoute dans une voiture, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait souvent d'écouter dans la voiture pour vérifier ses mix. Là, l'idée derrière ce cas, c'est vraiment de pouvoir vérifier ses mix partout. De manière, du coup, voilà, avec le logiciel, de pouvoir se transporter virtuellement dans n'importe quelle pièce. Et donc là, il y a 2 voitures. Il y a un SUV de luxe de marque Mercedes, hein, ils sont assez précis en plus avec les marques, c'est assez cool. Et une voiture électrique. Alors, je sais pas si c'est une Tesla ou pas, ils précisent pas là, cette fois-ci, mais en tout cas, voilà, il y a 2 voitures de disponibles. Il y a une boîte de nuit, alors attention, une boîte de nuit hollywoodienne, et ouais, hein, ça rigole pas, et un système audiophile. Qui intègre pas moins de 80 000 $ de matos d'in-audio. Donc c'est assez énorme. Vous avez vu aussi dans la vidéo, il y a une boombox. Donc pareil, pour vérifier son mix sur une petite boombox pas chère, ça c'est un truc qu'on fait souvent. Et il y a aussi 4 casques, et je trouve que le choix des 4 casques simulés est aussi très intéressant. Il y a le HD 650 de Sennheiser, le DT 770 de Beyer Dynamic, le M50X de Audio-Technica et les AirPods d'Apple. Bah ouais, parce que malgré tout, ça reste le casque le plus commun, donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'écouter son mix via des AirPods. Et alors, côté technique, il y a un truc intéressant. Alors, je sais pas hein, si c'est focal derrière tout ça, mais le transducteur est un transducteur au beryllium. Et c'est vrai que moi, la marque que je connais qui utilise des transducteurs au beryllium, notamment dans ses enceintes, c'est Focal. Alors, je sais pas si c'est Focal, j'ai pas eu l'information qui est derrière ce casque, parce que effectivement, ça pourrait le faire, hein, parce que Steven Slate, ils font pas de casque normalement. Donc ça pourrait être Focal derrière, mais bon, j'en sais rien. En tout cas, c'est un transducteur au beryllium. Il y a un système basse réflexe aussi dans le casque, et ils promettent évidemment un casque avec une réponse assez linéaire. Heureusement, parce que voilà, c'est quand même le but de ce casque, de pouvoir simuler toutes les pièces. Bah forcément, il faut que le casque, au niveau hardware, il soit très linéaire à la base. Donc il y a une modélisation en 3D des studios, mais il n'y a pas de capteur pour pouvoir tourner la tête. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra m'expliquer. L'intérêt d'avoir une modélisation, en tout cas de communiquer sur le fait que le son est 3D alors qu'on ne peut pas se déplacer, c'est comme si on avait un jeu vidéo en 3D mais qu'on ne pouvait pas bouger son personnage. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de la modélisation 3D, alors c'est peut-être juste quelque chose de commercial pour dire waouh, c'est une simulation 3D, c'est génial. Bref, ça, je trouve ça un petit peu fumeux comme concept, je vais essayer de creuser ça un petit peu. C'est un casque, donc 37 ohms d'impédance, il y a un casque détachable de 2 mètres, et il est vendu, alors chose intéressante, il peut être vendu sur 12 mois qu'aux États-Unis, donc à 40 $ par mois, ou 479 $. Donc j'imagine effectivement qu'il y a le logiciel fourni avec. Donc moi au niveau du prix, je trouve ça plutôt, on va dire, assez logique comme prix, sachant que Sonarworks, donc eux, Sonarworks, c'est un petit peu la même idée derrière, sauf qu'eux, ils font pas leur propre casque, ils prennent votre casque à vous ou un casque neuf, qu'ils vous revendent après, ils le calibrent, ils font la mesure, et après ils vous envoient, il y a un logiciel qui permet de faire à peu près les mêmes choses. Et Sonarworks, par exemple, si vous achetez un HD 650, ça coûte 515 €. Donc au niveau des prix, c'est quand même assez proche. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, j'aime bien les solutions de proposer à la fois du matériel qui va avec du logiciel. Ça permet à la boîte de maîtriser vraiment l'ensemble du produit. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très sympa. Et mixer au casque, même si on nous dit souvent qu'il ne faut pas mixer au casque, voilà, ça reste quand même quelque chose de très pratique et qu'on n'a pas besoin de faire qu'on ne peut pas faire de bruit chez soi. Donc voilà, on passe à la 3e news et Isotope, Isotope donc, qui a sorti la Neoverb, une reverb intelligente, un petit peu à la Smart Reverb de Sonyball, qu'on avait testé d'ailleurs il n'y a pas longtemps chez Audiofanzine. Alors, elle est intelligente en quoi? En fait, ça reprend un petit peu l'idée des assistants de Ozone et Neutron, donc d'Isotope.
et en fait ça écoute l'audio que vous envoyez dans la reverb, et ça essaye d'éviter les artefacts, le masquage et le rendu excusez-moi, un petit peu boueux, avec un égaliseur situé avant et après la reverb. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Il y a un système de presets pour différentes sources et instruments. Et l'assistant vous demande votre style, vous voyez là sur la vidéo, la taille de la pièce que vous voulez et la tonalité de l'effet désiré, donc plus dark ou pas. Et après, en fait, il vous fait une proposition. C'est un petit peu comme dans Ozone et Neutron, c'est-à-dire que c'est pour vous aider à commencer, mais après, vous pouvez vraiment tweaker et rentrer dans tous les réglages. Il y a un blend pad, en fait, qui mixe 3 reverbs différentes choisies suivant vos critères, donc suivant les critères que vous avez choisis juste avant. Et en fait, vous pouvez du coup doser entre 3 reverbs. Moi, je trouve que c'est un truc très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que font souvent les ingé-sons connus. En fait, ils prennent plusieurs reverbs. Donc, ils ont plusieurs bus de reverb. Et ils dosent un petit peu comme un peintre pourrait le faire avec différentes couleurs. Et ben, ils envoient un petit peu dans plusieurs reverbs. Ça, c'est ce qui se fait pas mal. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant, leur histoire de blend pad. Il y a un panneau de contrôle avancé pour les 3 reverbs. Donc, comme je vous disais, c'est une proposition que fait l'IA d'Isotope, mais voilà, c'est juste un début, en fait. Vous pourrez après modifier plein de choses. Il y a un masking meter, ce qui est très intéressant, parce qu'on peut voir visuellement les zones où il peut y avoir éventuellement des problèmes de masquage. Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que le masquage, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez embêtant avec les reverbs. Et il y a aussi un paramètre smooth qui contrôle les transitoires avant d'envoyer le signal dans la reverb, afin d'adoucir le rendu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvent vu dans les reverbs, donc c'est aussi assez intéressant et original. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc au niveau du prix, on est sur 200 $ avant de repasser à 250 dans pas trop longtemps. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur le site d'Isotope. Si vous êtes aussi intéressé pour qu'avec Arnaud on teste ce produit, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis voilà quoi, on passe à la dernière news déjà, et ouais ça passe vite, avec Boss qui a annoncé, alors en fait ils ont annoncé pas longtemps avant la dernière matinale. Donc ça date déjà d'une semaine cette news, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant d'en parler, parce que c'est une version compacte du gros pédalier de Boss, le GT1000, donc c'est vraiment leur pédalier haut de gamme, et en fait clairement là ils ont sorti un concurrent du HX Stomp de Line 6. Le HX Stomp c'est pareil, c'était un peu une version au format pédale du gros pédalier Helix de Line 6, et ben là c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a la grosse différence avec le HX, c'est que là, dans ce GT1000 Core, puisque c'est son nom, GT1000 Core, il y a en fait autant de puissance processeur qu'avec le gros GT1000. Donc ça, c'est une grosse différence, parce que le HX Stomp, il se trouve qu'on est limité à 6 blocs, et là, on a 24 blocs d'effets simultanés, donc il y a beaucoup plus de puissance que le HX Stomp. On peut avoir notamment 2 amplis en parallèle, donc c'est assez cool. Ça utilise la techno AIRD de GT1000. C'est vraiment comme le GT1000. Au niveau du son, c'est 32 bits, c'est 96 kHz. C'est exactement la même chose. Alors évidemment, il y a quelques foot switch en moins et la pédale d'expression en moins, mais les effets et les algos sont toujours issus des pédales de la série 500. Donc pareil, la série 500, c'est une super série de pédales qui marche très bien. Le constructeur Boss promet un changement de patch rapide. Il y a 16 IR utilisateurs qui peuvent être chargés, 250 patchs utilisateurs, donc il y a plus de mémoire aussi que sur le HX Stomp. Par contre, il est un peu plus cher, notamment en magasin, je l'ai vu à un peu plus de 700 €. Voilà, là où le HX Stomp est un petit peu moins cher, il doit être entre 5 et 600. Mais bon, malgré tout, voilà, je trouve que c'est une super solution. En tout cas, c'est une solution qui est très intéressante, je trouve. Après, il y a la question, c'est vrai qu'on avait testé le GT1000 sur Audiofanzine, et il y avait toujours cette question un peu de savoir, l'écran, il était monochrome, la résolution de l'écran n'était pas géniale, donc il faudrait voir au niveau de l'interface utilisateur un petit peu comment ça se passe. Je sais que ça peut fonctionner conjointement avec une partie software qui vous permet d'éditer un petit peu plus facilement vos sons, donc ça c'est plutôt cool comme possibilité.
Mais voilà, donc à voir. Il y a plus de potard que sur le HX Stomp, plus de potard directement sur la pédale. Donc à voir, à l'essai. Moi j'espère l'essayer bientôt en tout cas, parce que c'est un truc qui m'intéresse plutôt. J'ai un HX Stomp personnellement, donc forcément je serais très intéressé pour comparer les deux. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette matinale. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Vous avez vu, il y a de plus en plus de vidéos. On essaye vraiment de faire un contenu très complet, qui touche un petit peu à tout, comme sur Audio Fanzine finalement. Et voilà, abonnez-vous. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés encore à la chaîne, à regarder les vidéos, mais pas être abonnés encore. Donc abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une autre matinale. Allez, ciao!